Salam alaikum, j'espère que vous portez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la dernière partie qui reste sur le TP6, celle de la gestion d'événements. Donc, euh, je lance d'abord l'exécution de l'application pour vous montrer toutes les actions qu'on va expliquer et comment ça fonctionne. Donc, tout d'abord, la première fonction, c'est search ou bien retrieve. Donc, quand je clique sur Search ou bien Retrieve, je dois faire quoi? Je dois charger les données à partir de la table personne, de la base de données gestion de personnes, et les stocker au niveau de GTable. Donc, je clique sur Search, et voilà, maintenant, le compilateur se connecte à la base de données pour charger les données et les afficher comme vous voyez dans GTable. Donc, jusqu'à maintenant, on n'a que deux enregistrements. OK? Le compilateur a chargé les données et l'a stocké au niveau du composant JTable. Très bien. Donc, commençons par l'explication de cette fonctionnalité. Au niveau de la classe graphique, voilà le bouton Retrieve ou bien Search. La première action qu'il faut faire, c'est l'appel de la méthode add_action_listener pour enregistrer l'écouteur. OK? Donc, bien sûr, notre classe graphique implémente deux écouteurs, action listener et mouse listener. Donc, pour cela, on est obligé de redéfinir toutes les fonctions qui existent au niveau de action listener et dans mouse listener. Maintenant, on aura besoin juste de la méthode action performant de l'interface action listener. OK. Donc, voilà la redéfinition de cette méthode. Donc, toujours dans la même classe parce qu'on est en train d'utiliser l'approche de la classe graphique. Donc, voilà, dans Action Performant, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver la distinction entre les quatre sources d'événements, à savoir les quatre J boutons. Le bouton Retrieve ou bien Search, le bouton Add, Update et Delete. Donc, bien sûr, pour faire la distinction entre les quatre composants qui envoient bien sûr l'événement, parce qu'il s'agit du même événement action. Donc, bien sûr, comme vous savez déjà, vous pouvez faire la distinction soit en utilisant la méthode getSource ou bien getActionCommand. Donc, comme vous avez déjà utilisé dans le TP précédent getActionCommand, donc ici, on va utiliser l'autre méthode getSource pour faire la distinction. Donc voilà, nous, on va se concentrer sur la première action, retrieve bouton. OK, avant de passer aux autres. Donc, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur du bloc retrieve bouton? Donc, la première instruction, c'est une instantiation de la classe db person. Donc, j'ai créé cette classe pour ajouter tout le nécessaire pour se connecter à la base de données, bien sûr, gestion personne, soit pour récupérer les données, ou bien ajouter des données, les modifier, ou bien les supprimer. OK? Donc, la méthode qui fait la sélection des enregistrements qui existent au niveau de la base de données, au niveau de la table personne, c'est la méthode getData. Donc, j'ai instancié dbPerson pour prendre l'instance P et appeler la méthode getData. Donc, cette méthode getData, c'est une méthode qui permet de faire quoi? C'est une méthode qui se connecte à la base de données pour sélectionner les enregistrements qui existent au niveau de la table personne et les stocker dans un objet de type default table model. Donc, comme vous savez, GTable, c'est un composant complexe que vous ne pouvez pas le manipuler sans l'utilisation d'un modèle. Donc, le modèle choisi ici, c'est la classe default table model. Donc, cette méthode getData, elle va récupérer les enregistrements puis les stocker dans default table model. Et bien sûr, on va prendre par la suite
cette instance DM de type Default Table Model pour la passer comme paramètre de la fonction setModel. OK, bien sûr, de gtable à l'aide de cette instruction table.setModel. OK, pour initialiser notre gtable par les données stockées dans le modèle DM de type Default Table Model. OK. Maintenant, on va aller au niveau de la méthode getData pour voir en détail qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer ces données à partir de la base et les stocker dans un objet Default Table Model. Donc, je dois aller au niveau de la classe dbPerson et chercher cette méthode getData. OK. Voilà la méthode getData. OK. Donc, on va essayer de l'expliquer doucement. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que je fais? Je crée une instance de type Default Table Model. OK? Très bien. Les instructions qui suivent par la suite, c'est la création des colonnes. La création des colonnes de votre composant gtable d'une manière statique. Je vais vous montrer au niveau de l'exécution de quoi il s'agit. Donc, Ranas Java Application. Voilà, donc quand je clique sur Search, ok, donc voilà les colonnes. C'est Person ID, First Name, Middle Name, Last Name, Email et Phone. Donc ce sont des chaînes statiques, ok. Donc c'est pour cela on les initialise ici d'une façon statique. Person ID, First Name, Middle Name, Last Name, Email et Phone. Parce que ça ne change pas, ok. Ce qui change, c'est les enregistrements qui existent au niveau de la table, ok. Donc ça, pour ce qui concerne l'ajout des colonnes dans le Default Table Model. Par la suite, on aura besoin de se connecter à la base de données pour récupérer ces enregistrements. OK? Pour récupérer ces enregistrements qui existent au niveau de la table personne. OK? Donc, pour se connecter à la base de données, vous allez répéter les mêmes étapes que vous avez fait dans la classe exemple GDBC. C'est la classe qu'on a expliquée au niveau de la première vidéo. Donc, on va répéter exactement les mêmes étapes pour se connecter à la base de données et appliquer une requête de sélection. Donc, voilà notre requête. C'est select étoile from person pour sélectionner tous les colonnes, ok, à savoir person ID, first name, middle name, last name, email et phone. Ok. Donc, étape suivante, c'est quoi? C'est l'appel de la méthode forName pour charger le driver, comme on a expliqué dans l'exemple GDBC. Étape suivante, c'est de récupérer la connexion. Donc ici, au niveau de cette classe DevPerson, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré comme attribut toutes les informations communes, ok, entre les méthodes de cette classe, à savoir l'URL de la base de données, ok, gdbc2.mysql, parce que dans toutes les méthodes, soit pour ajouter ou bien pour faire update ou bien pour faire delete ou bien pour faire retrieve, on va utiliser toujours le même URL pour se connecter à la même base de données. La même chose pour username et password. Ce sont le nom d'utilisateur et le mot de passe pour se connecter à notre base de données gestion de personnes. Donc, j'ai essayé de déclarer ça comme attribut pour qu'il soit des informations communes à toutes les méthodes. OK? Donc, je continue. Donc, ici, après l'appel de getConnection, OK? Après l'appel de getConnection, on ouvre une connexion avec la base de données. Et puis, j'appelle la méthode prépare statement en passant en paramètre la requête SQL. Donc, ça va retourner un objet statement qu'on va l'utiliser bien sûr pour exécuter notre requête SQL. OK? Donc, pour l'exécuter, on utilise l'objet statement S et on appelle execute query pour exécuter notre requête SQL tout simplement. Donc, cette méthode, il va retourner un objet de type result_set. Result_set qui contient plusieurs enregistrements, comme on a fait exactement au niveau de la classe exemple GDBC.
Donc voilà donc, à l'aide d'une boucle, ok, on va parcourir, parcourir les enregistrements retournés par la méthode execute query, ok. Donc on va utiliser rs pour récupérer ces chaînes. Donc getString 1, c'est pour récupérer person ID, ok. GetString 2 pour récupérer le first name, et ainsi de suite. Middle name, last name, email et phone. OK? Donc, notre requête, c'était quoi? C'était select étoile. Donc, si vous écrivez étoile, il va suivre le même ordre que vous avez au niveau de la table. Au niveau de la table que vous avez créée au niveau de la base de données, on a ici person ID au niveau de la première colonne, puis first name, puis middle name, last name, email. Donc, il va suivre le même ordre. GetString 1, ça sera pour person ID. 2 pour first name. 3 pour middle name, etc. OK? C'est parce qu'on a utilisé étoile pour retourner euh, toutes les colonnes. OK? Donc, pour chaque itération, à chaque fois, on récupère un enregistrement. On stocke bien sûr les chaînes de caractères de chaque colonne dans une variable de type string. Et bien sûr, pour rajouter ça au niveau de votre modèle, default table model, de votre composant JTable, on appelle la méthode addRow. Donc addColumn, c'est pour créer les colonnes d'une façon statique. Et addRow, c'est pour créer les lignes. OK? Bien sûr, les lignes à partir des données qui existent au niveau de la base. C'est pour cela, au niveau du paramètre de addRow, on passe quoi? On passe un tableau. Un tableau qu'on voyait ici au niveau de la documentation. Raw data, c'est quoi? C'est un tableau de type object. Donc, object ici pour nous, c'est string parce qu'il s'agit des chaînes de caractères. Donc, c'est un tableau de chaînes de caractères. New string qui est initialisé par les chaînes qu'on a initialisées ici. Bien sûr, c'est les chaînes retournées à partir de la base de données, à savoir person ID, fname, mname, lname, etc. Donc, pour chaque itération, il s'agit d'un enregistrement qui existe au niveau de la table. Donc, pour chaque itération, il y aura appel de addRow pour rajouter cette ligne au niveau de votre composant JTable, bien sûr, via quoi? Via votre objet default table model. Donc, une fois on a terminé le parcours des enregistrements retournés par la requête, on doit retourner quoi? On doit retourner l'objet default table model. Très bien. Donc, revenons maintenant à notre classe person UI, notre classe graphique. Donc, ici, l'appel de la méthode getData, il permet de retourner quoi? Il permet de retourner un objet de type default table model. Donc, cet objet, on doit le prendre par la suite pour l'associer à notre table, à notre composant JTable, à l'aide de la méthode setModel. Et voilà. Maintenant, on passe à l'explication de l'action suivante, celle du bouton add. Donc voilà, donc if e.getSource.equals add bouton, c'est-à-dire si l'utilisateur clique sur le bouton add, normalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà donc le bloc de cette action add. Donc tout d'abord, comme d'habitude, il y aura instantiation de la classe dbPerson parce que c'est la classe qui contient toutes les méthodes qui permettent la connexion à une base de données. Donc de la même façon, ici on va instancier un objet de type dbPerson pour appeler la méthode add. OK. Donc cette méthode retourne soit true or false, bien sûr, en se basant sur le booléen retourné par add.
c'est soit on va afficher une boîte de dialogue qui affiche un message de succès, comme quoi la ligne a été enregistrée avec succès, ou bien une autre boîte de dialogue qui affiche un message d'erreur, comme quoi l'enregistrement n'est pas, n'est pas sauvegardé au niveau de la base de données. Donc voilà, donc cette méthode add reçoit en paramètre euh, les, euh, les valeurs, saisies au niveau des champs getTextField. Donc ici fname, mname, lname, phone et email, ce sont quoi? Ce sont les getTextField. Vous allez remarquer ça ici au niveau des attributs de la classe graphique. Donc voilà, fname, mname, lname, etc. Ce sont les getTextField. OK. Euh, donc, quand l'utilisateur va saisir les informations au niveau du getTextField, on va les récupérer à l'aide de la méthode getText et on va les passer comme paramètres de la méthode add. Donc, vous remarquez ici que je n'ai pas rajouté l'information sur Person ID. Pourquoi? C'est parce qu'au niveau de la base de données, j'ai choisi l'option de Auto-Increment. J'ai déjà expliqué au niveau du document qu'on a partagé au niveau de Google Docs. J'ai expliqué comment vous pouvez activer l'action Auto-Increment. Bien sûr, moi, j'utilise le MySQL Workbench. Donc, pour vous, au niveau de XAMPP, il faut juste aller au niveau des paramètres de votre table pour activer cette option. Bien sûr, si vous laissez cet paramètre non actif, vous pouvez utiliser une autre méthode pour initialiser votre Person ID. Je l'ai déjà aussi expliqué dans le document Word. C'est en utilisant la fonction random, comme ça. New random.nextInt integer.maxValue pour générer une valeur bien sûr inférieure à une valeur max définie dans la classe integer. OK. Sinon, c'est mieux de laisser ça géré par l'SGBD en cochant l'option ou bien en activant l'option Auto Increment concernant la colonne Person ID. Donc, si cette méthode add retourne true, on va afficher ce message successfully inserted et on va vider les champs texte à l'aide de l'appel de la méthode setText en passant en paramètre une chaîne vide. Bien sûr, on va récupérer de nouveau les données à l'aide de la méthode getData. Pourquoi? C'est pour rafraîchir notre GTable tout simplement. Pourquoi? Parce que s'il y a un nouveau enregistrement stocké au niveau de la table, donc il doit être visible au niveau de GTable. C'est pour cela on réappelle la fonction getData pour récupérer tous les enregistrements avec le nouveau enregistrement qu'on a rajouté. Et bien sûr, il y aura appel de cette modèle pour associer le nouveau modèle à notre GTable. Maintenant, allons au niveau de la fonction add pour l'expliquer. Donc voilà, j'y clique sur add. Voilà. Donc voilà la méthode add. Il retourne un booléen. OK? Et voilà la requête qu'il faut exécuter dans ce cas. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit d'un ajout d'un nouveau enregistrement dans la base de données. Donc la requête SQL qu'il faut exécuter dans ce cas, c'est la requête insert into. Et donc voilà la syntaxe. Insert into person, c'est le nom de la table. Donc ici, first name, middle name, last name, email et phone, ce sont quoi? Ce sont les noms des champs de votre table personne. Et fname, mname, lname, email, c'est les valeurs passées comme paramètres de la méthode add. OK? Donc voilà la syntaxe de cette requête SQL insert into pour insérer un nouveau enregistrement dans votre table. Et bien sûr, les étapes qui suivent par la suite, c'est les mêmes étapes qui se répètent
pour charger le driver, pour récupérer la connexion en passant en paramètre l'URL de votre base de données avec l'username et password, et pour préparer votre statement, ok, et pour exécuter votre requête. Donc le seul changement ici, c'est au niveau de cette méthode execute update, parce que avant, concernant les requêtes de sélection, on utilise la méthode execute query, mais pour c'est ce qu'on appelle les requêtes de SQL statement, à savoir l'insertion dans la base ou bien l'update d'un enregistrement dans la base ou bien delete. Donc, pour ces actions, on utilise execute update. Donc, il faut retenir ça, s'il vous plaît. Pour les requêtes SQL de sélection, on utilise execute query. Et pour les SQL statements, à savoir insert, update, delete, on utilise execute update. Donc, si cette méthode s'exécute correctement, on va retourner true, normalement. OK? Donc, si on retourne true, ça veut dire que l'enregistrement a été bien inséré au niveau de la base. Sinon, on va retourner false. OK? Et en se basant sur cette valeur, true or false, au niveau du bloc if e.getSource.equals add bouton, soit on va afficher un message de succès à l'aide d'une boîte de dialogue, ou bien un message d'erreur comme quoi il y avait un problème, il n'a pas laissé la ligne insérée correctement au niveau de la base de données. Donc, ce qui concerne cette action add, on va bien sûr la tester. Okay. Donc voilà, j'ai déjà lancé ici ma JFrame. OK. Donc voilà, je vais essayer d'ajouter un autre enregistrement. Par exemple, ici, first name, par exemple, Amin. Middle name, Amino, par exemple. Last name, par exemple, Mohamed. OK. Phone, par exemple, plus de 112. Donc, j'écris n'importe quoi. Email, par exemple, a.noa.yahoo.fr. Voilà, donc je clique sur Add. Très bien, donc il a affiché le message de succès Successfully Inserted. Donc je clique sur OK. Donc après ça, ce qu'il va faire, il va appeler la méthode getData pour récupérer de nouveau tous les enregistrements de la base. Et voilà, donc il a ramené maintenant 3 enregistrements parce qu'avant c'était 2. Et après l'ajout d'un nouveau enregistrement, et là, rajouter le troisième enregistrement. Bien sûr, vous voyez ici que Person ID, il a passé à 6. Pourquoi? C'est parce qu'en faisant les tests, j'ai créé plusieurs enregistrements et je les supprimés en utilisant l'action delete. C'est pour cela, vous voyez ici 6 et pas 3, parce que l'enregistrement 3, 4 et 5 était supprimé au niveau des tests. Donc voilà ce qui concerne cette deuxième action add. Maintenant, on passe à l'action suivante qui est la suppression d'un enregistrement sélectionné par l'utilisateur. Donc, concernant l'action delete, je vais vous expliquer d'abord comment ça fonctionne au niveau de l'interface et puis je passe au code pour l'expliquer. Donc, au niveau de cette action delete, il y a deux actions à gérer. Donc, tout d'abord, il faut sélectionner un enregistrement au niveau de GTable. Donc, quand je sélectionne un élément, qu'est-ce que vous remarquez? Il a chargé les valeurs au niveau de getTextField. Donc ça, c'est un événement qui est géré par mouse-clicked. OK? Donc, une fois on a sélectionné un élément, par la suite, on va cliquer sur l'action delete.
Donc, cette action delete, elle est précédée par une autre action qui est le mouse click. Donc, je clique sur delete. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Une boîte de dialogue de confirmation. Donc, si je clique sur yes, c'est pour confirmer la suppression. No pour ne pas supprimer ou bien cancel. Donc, no et cancel jouent le même rôle. Donc, je clique sur yes. Voilà, elle a affiché un message de confirmation de la suppression, comme quoi l'enregistrement est supprimé. Donc, je clique sur OK. Qu'est-ce que vous remarquez? Elle a supprimé l'enregistrement de GetTable, c'est-à-dire il y a appel de getData, la méthode getData, pour récupérer de nouveau les enregistrements qui existent au niveau de la table personne. Donc, après suppression, il reste que 2. Et aussi, elle a vidé les champs text field. Donc voilà grosso modo l'action delete, qu'est-ce qu'elle permet? Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Passons maintenant à l'explication du code pour expliquer ces événements. Donc le premier événement qu'on a géré, c'est le mouse clicked. Donc vous remarquez ici que votre classe implements action listener et mouse listener. Bien sûr, on doit trouver les méthodes de la classe mouse listener ici. Donc, il y a mouse clicked, mouse entered, mouse exited, etc. Donc, l'événement qu'on a utilisé ici, c'est le mouse clicked. Yani, quand on clique sur une ligne au niveau de GTable, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, tout simplement, il faut prendre les données qui existent au niveau de l'enregistrement et les écrire au niveau des champs getTextField. C'est ce qu'on a fait à l'intérieur de cette fonction mouseClicked. Donc, je vais enregistrer dans la chaîne fname quoi? Valeur de la ligne sélectionnée, getSelectedRow, et de la colonne 1. Donc, pour moi, la colonne 1, c'est firstName. OK? Donc, je vais convertir ça en string, supposons que la valeur n'est pas de type string, c'est pour cela on va la convertir en string et stocker la valeur dans fname. Donc, une fois on récupère la valeur à partir de la ligne sélectionnée au niveau de GTable, je prends quoi? Je prends le champ getTextField pour initialiser le texte par la chaîne fname. Pour initialiser le champ texte fname, le getTextField fname, par la chaîne retournée par la méthode getValueAt. Et de même pour les autres champs texte dans notre interface. Donc toujours getValueAt, le getSelectedRow, c'est-à-dire la ligne sélectionnée, et le numéro de colonne. Donc voilà, donc le numéro de colonne 1, c'est pour retourner la valeur de first name. Colonne 2 pour le middle name, last name, phone et email. Donc c'est ça ce qu'il faut faire quand l'utilisateur sélectionne une ligne au niveau de GTable. Donc, après la sélection d'un enregistrement au niveau de GTable, l'action qui va s'exécuter par la suite, c'est l'action delete. Donc, le clic sur le bouton delete. Donc, on va aller au niveau de la méthode actionPerformant et chercher getSourceDelete. Donc, voilà, if e.getSource.equals delete bouton, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, comme d'habitude, une instantiation de la classe dbPerson, parce que c'est au niveau de cette classe qu'on va trouver la méthode qui va se connecter à la base de données pour faire la suppression. Donc, par la suite, on appelle la méthode showOptionDialog pour confirmer la suppression, et pour afficher une boîte de dialogue de confirmation. Donc, dans cette boîte de dialogue, l'utilisateur répond soit par yes, no or cancel. OK? Donc, on va enregistrer bien sûr la réponse de l'utilisateur sur un entier qui s'appelle ANS. OK?
Donc, et contexte, on va procéder à la suppression si l'utilisateur clique sur Yes. Donc, if ans égale gOptionPane point yes option. Donc, c'est une valeur entière de la classe gOptionPane. Donc, ça sera retourné quand l'utilisateur clique sur Yes. Donc, à l'intérieur de ce bloc, c'est là où on va faire la suppression. Et après que l'utilisateur clique sur Yes. Bien sûr, si l'utilisateur clique sur No or Cancel, on ne va rien y faire. Donc, à l'intérieur de ce bloc, qu'est-ce qu'on va faire? On doit récupérer d'abord l'ID. L'ID de l'enregistrement sélectionné à l'aide de la méthode getValueAt. OK? Donc, getValueAt, getSelectedRow comme premier paramètre, c'est-à-dire la ligne sélectionnée, et colonne 0. Donc, c'est quoi la colonne 0? C'est le person ID. OK? Donc, on va récupérer l'ID de l'élément sélectionné au niveau de GTable avant de procéder à la suppression. Donc, une fois on a récupéré la ligne ou bien l'ID de la ligne sélectionnée, on va bien sûr faire ce test. If p. L'appel de la méthode delete. Donc, par la suite, on va expliquer les détails de cette méthode. Donc, cette méthode retourne soit true, soit false. Donc, le type retourné par la méthode delete qui existe au niveau de la classe DBPerson, c'est un type booléen. Donc, il retourne soit true, soit false. Donc, si cette méthode retourne true, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher un message informatif comme quoi l'enregistrement était supprimé avec succès, deleted, ok? Et en même temps, on va vider les champs texte. Donc voilà, fname.setText, chaîne vide, la même chose pour middle name, last name, etc. Et bien sûr, de nouveau, on doit récupérer les données à l'aide de getData. Pourquoi? Parce qu'on a supprimé un élément de GTable. Donc, bien sûr, c'est un élément supprimé au niveau de la base de données, au niveau de la table personne. Donc, il y a un changement au niveau de la table personne. Un élément était supprimé. Donc, on doit récupérer de nouveau les nouvelles informations qui existent au niveau de la table personne, toujours à l'aide de la méthode getData, qui va retourner bien sûr le nouveau modèle et qui ça sera associé par la suite à notre GTable. OK? Si la méthode bien sûr retourne false, c'est-à-dire la suppression n'est pas faite correctement, donc on va afficher ce message dans une boîte de dialogue pour informer l'utilisateur que l'enregistrement n'est pas supprimé de la base dû à une erreur donnée. Donc voilà grosso modo l'explication de l'action delete. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à entrer dans les détails de cette méthode delete de DBPerson pour l'expliquer. Donc je clique sur delete. Voilà donc cette méthode delete au niveau de la classe DBPerson. Donc tout d'abord, on commence par notre requête SQL. Donc il s'agit d'une suppression d'un enregistrement à partir de la base. Donc la requête SQL correspondante, c'est delete from person where person ID égale quoi? La valeur de quoi? De person ID qui est reçu en paramètre de la fonction delete. Bien sûr, d'où vient cette valeur? Il vient de cette méthode getValueAt, c'est-à-dire quand on a récupéré le person ID de l'enregistrement ou bien la ligne sélectionnée au niveau de GTable, on a récupéré l'ID de cet enregistrement et on l'a passé en paramètre de la méthode delete pour l'utiliser au niveau de la clause where person ID égale person ID. OK? Parce que le person ID, pour nous, au niveau de notre table, c'est notre clé. C'est-à-dire la valeur
de person ID ne se répète pas dans les enregistrements. Donc, si person ID, par exemple, d'un enregistrement, il est égal à, par exemple, 2, ça veut dire qu'il existe qu'un et un seul enregistrement qui porte cette valeur 2. OK? Donc, si par exemple la valeur passée c'est 2, donc la requête SQL, ça sera delete from person where person ID égale 2 pour supprimer l'enregistrement qui porte l'ID 2. OK? Et bien sûr, par la suite, pour se connecter à la base de données, on répète toujours les mêmes étapes. Donc, on charge ici le driver. Après, on récupère la connexion en passant toujours le même URL de la base de données, même username et même password. Je prépare l'objet statement et par la suite, j'appelle execute update et pas execute query. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une requête SQL statement. C'est une requête delete. Donc, comme on a expliqué avant, pour insert, update ou bien delete, on utilise execute update. Et pour les requêtes de sélection, on utilise execute query. Donc voilà, si tout marche très bien, il y aura return de true. Sinon, la méthode return false. Et bien sûr, au niveau de person UI, au niveau de notre classe graphique, on va récupérer cette valeur. S'il est true, donc il y aura affichage du message de succès, comme quoi l'enregistrement a été bien supprimé de la base. Sinon, un message d'erreur, comme quoi l'enregistrement n'est pas supprimé de la base. Donc voilà tout ce qui concerne cette action delete. Donc l'action qui reste à expliquer, c'est l'action update. Donc avant l'explication du code, on va voir comment ça fonctionne au niveau de l'interface. Supposons que l'utilisateur veut modifier un enregistrement, donc tout d'abord il doit le sélectionner. Donc le clic sur un enregistrement, c'est l'événement mouse clicked qu'on a déjà expliqué au niveau de l'action delete. Donc ici c'est la même chose, quand on va cliquer sur un enregistrement, il y aura appel de la méthode mouse clicked pour charger les informations de la ligne sélectionnée au niveau de GTextField. Donc, supposons que l'utilisateur va changer par exemple first name en rajoutant 1, last name en rajoutant 1 et le phone en remplaçant 5 par exemple par 9. OK? Donc, l'utilisateur fait ce qu'il veut au niveau des changements des informations. Après, il va cliquer sur Update. Donc voilà, il clique sur Update. Donc si la mise à jour est faite correctement au niveau de la base de données, il y aura affichage de message de succès. Donc quand l'utilisateur clique sur OK, il y aura appel de la méthode getData pour récupérer de nouveau la dernière situation de la table personne au niveau de la base de données. Pourquoi? Parce qu'il y avait une mise à jour. Donc voilà, comme vous remarquez au niveau de GTable, les champs qu'on a changés ici, first name, donc à la place de 1 c'est 1. La même chose pour last name 1. Et à la place ici au niveau du phone, à la place de 5, on voit ici 9. Donc ça veut dire que la mise à jour a été bien faite au niveau de la base de données. Donc voilà l'explication de cette fonctionnalité au niveau de l'interface. Passons maintenant au code. Donc au niveau du bloc getSource equals update bouton, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on doit récupérer l'ID de la ligne sélectionnée. OK? Donc, à l'aide de la méthode getValueAt, on paramètre l'information sur la ligne sélectionnée et la colonne. Donc, la colonne, c'est la colonne 0, c'est-à-dire le person ID, pour récupérer l'ID de
de l'enregistrement qu'on a sélectionné. Très bien. Par la suite, comme d'habitude, instantiation de la classe dbPerson qui contient la méthode update. OK. Après ça, il y aura appel de la méthode update à l'intérieur, bien sûr, d'une condition if, parce que cette méthode aussi retourne euh, true or false. Donc, si cette méthode update retourne true, ça veut dire que l'enregistrement a été bien modifié au niveau de la base. Donc, on affiche un message informatif, successfully updated, et on vide les champs. Et bien sûr, on récupère de nouveau les informations de la table personne à l'aide de getData, qui retourne bien sûr le nouveau modèle, default table model. Et à l'aide de cette modèle, on associe le nouveau modèle à notre GTable. Si bien sûr la méthode retourne false, il y aura affichage d'un message d'erreur pour informer l'utilisateur que la mise à jour n'est pas faite au niveau de la base de données due à une erreur donnée. OK. Maintenant, on passe à l'explication de cette méthode update. Donc, toujours commençons par la requête SQL. Donc, cette fois-ci, la requête SQL qu'il faut exécuter, c'est une requête d'update. OK. Donc, voilà, update, personne, set. Donc, devant set, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre chaque colonne de la table personne et devant chaque colonne, on écrit la nouvelle valeur. Donc, s'il s'agit d'une nouvelle valeur, ça sera remplacé, il va remplacer l'ancien par la nouvelle. S'il s'agit toujours de la même valeur, il va prendre la valeur sans changement. Comme vous remarquez au niveau de l'exécution, par exemple ici, quand on sélectionne un élément, l'utilisateur ici a le droit de modifier n'importe quel champ. Donc, s'il choisit par exemple de changer GTextField 1, le compilateur, il va prendre toujours les dernières valeurs qui existent au niveau de GTextField. Donc, si soit on change ou bien on ne change pas la valeur, on doit prendre toutes les valeurs de GTextField. C'est ce qu'on voit ici au niveau des paramètres. OK? Donc, first name, c'est quoi fname? C'est la valeur qui est passée en paramètre de update. Et donc, person UI, c'est quoi cette valeur? C'est la valeur du text field. Donc, fname.getText. OK? La même chose pour les autres. Middle name, last name, email et phone. Ce sont les valeurs qui existent au niveau du text field. Donc, si l'utilisateur change la valeur ou non, c'est pareil pour nous. On doit récupérer les valeurs qui existent au niveau du getTextField et les passer en paramètres de la fonction update pour les utiliser dans la requête SQL d'update. Donc voilà la syntaxe de la requête. Update, personne, set, first name égale, middle name égale, last name égale, et devant chaque nom de colonne de la table, on rajoute la valeur qui est passée en paramètre de la fonction update. Bien sûr, sauf l'ID, parce qu'on ne change pas l'ID. L'ID reste toujours non modifiable. OK? Pourquoi? Parce qu'il est unique, donc il y a le risque de donner une valeur qui existe déjà au niveau de la table. Donc c'est pour cela, normalement la clé, on ne la change pas dans une requête d'update. OK? Mais bien sûr, on doit récupérer le person ID. Pourquoi? Parce que on aura besoin de l'ID au niveau de la clause where. Parce que ici, au niveau de la requête SQL, vous êtes en train de changer quel enregistrement? Update person, set, first name, etc. Mais de quel enregistrement? C'est ça le rôle de la clause where et de la valeur de person ID, qui est le premier paramètre de la fonction update. Donc, si supposons que l'utilisateur est en train de modifier le deuxième enregistrement, donc ce sera ici where person ID égale 2. OK? Et bien sûr, après la requête SQL, les mêmes étapes qui se répètent, chargement du driver, récupération de la connexion, préparation de l'objet statement
et execute update. Pourquoi? Parce que c'est une requête SQL statement qui est l'update. OK? Donc, si tout passe bien, donc la méthode va retourner true. Sinon, la méthode va retourner false. Et en se basant sur cette valeur retournée, soit on va afficher un message de succès ou bien un message d'erreur. Et voilà, donc c'est tout concernant ce TP6. Donc, bien sûr, si quelque chose n'est pas encore clair ou bien si vous avez des questions, merci de les poser au niveau du document qu'on a partagé dans Google Docs. Et merci pour votre attention.